Bonsoir à tous. Un fauteuil pour une pléthore de candidats. Ils se bousculent toutes et tous pour s'asseoir sur ce siège douillet mais éjectable. Président ou présidente de la République. En tous les cas, les électeurs assistent ou participent à ce qui semble être une émission ludique qui aurait comme nom « Tout le monde veut ma place ». Moi, président ou moi, présidente de la République, la représentation politique est-elle en crise? Le thème de votre émission Belle Ligne qui accueille ce soir deux intellectuels ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'un intellectuel? On ne le saura pas. Docteur Adiba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un honneur d'être ici. Docteur en sciences cognitives, formateur à la FASTEF. Nous sommes également avec Omar Masseck Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Il était récemment ici pour parler de votre ouvrage. Journaliste, juriste d'affaires, mais également écrivain. Omar Masseck Ndiaye, on va vers un record. Omar Seck Ndiaye, oui. On va vers un record de candidats à la présidentielle de 2024. 15 en 2007, 14 en 2012, 5 en 2019, une vingtaine actuellement en 2024. La question principale c'est qu'est-ce qui les fait courir tout cela? Bon, moi je pense qu'il y a plusieurs angles d'approche par rapport à cette kyrielle de candidatures. D'abord, ça renvoie à une question de perception. Comment maintenant les gens perçoivent la politique? Quand je dis les gens, c'est l'homme de la rue, les gens moins comme ça. Comment les gens perçoivent la politique? Bon, ces dernières années, on s'est rendu compte que la politique, c'est le sens le plus rapide pour arriver pour s'enrichir. Donc, maintenant, et comme j'ai dit tantôt, avant on avait des leaders politiques, des idéologues politiques. Maintenant, de plus en plus, on a aussi ce qu'on appelle des entrepreneurs politiques. Des gens misent leur vie pour récolter soit des marchés, soit des capitaux, c'est ça. Donc, et cette élection, comme on dit, c'est comme une foire. C'est l'occasion de se montrer. C'est comme si tu as la bête que tu cajoles pendant des années, et maintenant on dit que c'est la foire. La foire, c'est l'occasion d'exposer la bête. Et les gens, maintenant, c'est comme des bêtes qui s'exposent. Et en s'exposant, ils se présentent comme porteurs d'idées qu'ils n'ont pas. Donc, l'important, c'est d'exister. C'est une forme d'existence. Il faut qu'ils existent. Maintenant, en existant, il y a des projections. Maintenant, j'existe, j'ai fait semblant d'être un candidat sérieux, je me fais remarquer. Mais la finalité, tu sais que tu ne seras pas présent, tu n'as aucune chance. Toi-même, tu ne crois pas. Mais, ça dit, quand on existe, maintenant, on va essayer de négocier cette existence auprès d'autres candidats. Voilà, moi, j'ai eu tant de parrainage, je suis bien dans telle région, on va s'allier, après, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et l'autre façon aussi de voir les choses, c'est aussi une forme d'instrumentalisation. Comme le président en parle, bon, on va faire un jeu de désordre politique, n'importe qui va se présenter, après maintenant les gens vont être déçus, les gens vont dire mais c'est quoi ça? Il y a beaucoup de gens qui vont dire mais on ne comprend pas. Donc d'autres vont avoir du recul. Donc c'est comme si on voulait décourager les gens à s'impliquer dans la vie politique. Donc il y a plusieurs façons de percevoir cette situation. Font-ils semblant ou bien c'est calculé, docteur Adiba? Calculé de la part de qui, si je puis me permettre? Par rapport à des candidats déclarés, cette pléthore de candidats. Est-ce qu'ils font semblant d'être candidats ou candidates? La pléthore, si on prend les 93 initiaux, oui. Je pense qu'il y en avait qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance d'avoir les parrainages. Donc, c'était, mettons, une entreprise de signalement. Si je prends ceux qui ont réussi à avoir les parrainages, je pense qu'on peut considérer que c'est des candidats sérieux. Maintenant, parce qu'ils ont réussi à avoir les parrainages, ils représentent quelque chose. La question qui se pose, pour moi, c'est deux questions. D'une part, que représentent-ils? C'est-à-dire, d'où viennent leurs parrainages, d'où vient leur financement? Deuxièmement, que veulent-ils pour le pays? Parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont réussi à avoir les parrainages dont on ne connaît pas les motivations, la pensée politique, le projet pour le pays. Et dont on se demande
comment elles ont eu les parrainages. Et nous vivons un moment très dangereux pour le pays, parce que nous vivons à un moment où le pays est en train de devenir un émirat gazier. Et nous vivons à un moment où nous avons le terrorisme tout autour de nous. Nous avons des refondations géopolitiques qui se passent. Donc, il ne faut pas, en tout cas, on peut présumer que des puissances gazières, que des cartels de la drogue, que des pays essaient en sous-main de soutenir certaines personnes pour qu'elles prennent le pouvoir parce qu'il y a un pactole à prendre. Malheureusement, ces questions-là ne sont pas posées. Et docteur Adiba, est-ce que c'est un géopolitique aujourd'hui flou? C'est difficile d'identifier ces risques-là dont vous venez de faire part. Oui, c'est un jeu politique flou et c'est un moment très dangereux pour le pays parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à un moment où nous sommes devenus un émirat gazier de facto. Nous sommes dans une situation géopolitique où il y a le terrorisme tout autour, il y a le désordre tout autour et il y a également les cartels de la drogue. Et nous avons des candidats dont on ne sait pas d'où ils viennent, dont on ne sait pas qui les finance, on ne sait pas comment ils ont fait pour avoir les parrainages. Et nous avons une campagne électorale qui va être extrêmement courte parce qu'on est en janvier et l'élection est en février. Oui, du 4 au 20... donc on n'aura pas, alors qu'on est à un moment historique. Pour la première fois, nous avons une campagne électorale où le président de la République sortant n'est pas candidat. Nous n'aurons malheureusement pas de campagne électorale et nous risquons d'élire quelqu'un que nous ne connaissons pas. L'élection présidentielle, c'est pas un jeu, c'est un jeu politique, mais pas un jeu au sens ludique, au sens du cirque. C'est pas à exclure. Parce que même quand on parlait de représentation, le chef de l'État fait partie des gens qui vont nous représenter, l'ensemble des Sénégalais. Et il y a quelqu'un qui disait, il faut aussi qu'on s'arrête sur le sens de représentation, notamment le chef de l'État. Il a expliqué plusieurs aspects, représentation en tant que quelqu'un qui est là pour parler au nom de tous les Sénégalais, donc qui a notre voix. Représentation aussi au sens de, comment dire encore, de quelqu'un qui va porter, donc je dirais, la voix du Sénégalais. Représentation au niveau national, international, donc c'est un symbole. Mais représentation aussi au niveau, comme on l'entend, au niveau théâtral. Parce que quand on veut le jeu politique, notamment au Sénégal, ça ressemble beaucoup à un jeu d'acteurs. Donc à ce niveau-là, la représentation peut nous renvoyer à ça. Les gens jouent des rôles, les instances se déplacent. Parfois on a l'impression que c'est un jeu d'ombre. Parfois on s'y perd un peu. Tellement, c'est pas facile toujours de lire le jeu des acteurs, c'est parfois déroutant. Mais il y a une forme de théâtralisation de la scène politique où on mêle la comédie, on mêle le drame. Donc tous les genres sont dans l'espace politique. Mais il y a aussi un aspect que j'ai évoqué tantôt, c'est la perception. Parce que quand on dit aussi représentation, on dit perception. C'est que comment aujourd'hui le rôle du président de la République est perçu. Et moi, je pense que ces dernières années, cette perception du rôle du président ne s'est pas améliorée. Je pense même qu'il y a une régression de la posture, de la charge présidentielle. Comment on voyait le président, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui est au-dessus des bagarres, quelqu'un qui vient réguler. Quand, après les événements de 2021, quand le président a dit « j'ai compris », la question, c'est « on ne comprend pas ce qu'il a compris ». C'est par rapport à la jeunesse. Voilà, non, par rapport à la jeunesse, c'est au-delà de la jeunesse, c'est la gestion du pays même. C'est au-delà. Parce que la jeunesse, c'est une expression dans un conflit beaucoup plus large qui a engagé toute la société. Donc peut-être la jeunesse était au front. Donc quand il a dit j'ai compris, avec le recul, maintenant on se demande qu'est-ce qu'il a compris. Parce qu'en fait, en disant j'ai compris, cette expression renvoie beaucoup au général de Gaulle.
à un moment donné où la France est divisée. Et quand elle a dit « j'ai compris », le président a mesuré toutes les mesures nécessaires pour rassembler les acteurs politiques, pour rassembler la société française, les confédérer. Mais ici, quand le président a dit que j'ai compris, immédiatement, on a vu beaucoup de choses qui ne rassuraient pas au niveau social. On a vu un surarmement, les discours dans les menaces, tout ça. Après, on a vu, on ne voyait plus un président de la République. On voyait un chef de parti. Plus qu'un chef de la président de la République. Donc, et quand on dit on voit un chef de parti, donc ça, la plupart des Sénégalais, pour ne pas abuser, ne s'identifiaient plus à lui comme président. Mais ils le voyaient comme quelqu'un qui est contre le candidat. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était là pour fédérer. Donc il y a cette perception qui a aussi troublé le jeu politique. On a vu ces alliances, désalliances, mésalliances, amour, désamour. Et on a vu, c'est ça qui a animé le jeu. Et puis aussi, n'oublions pas, ces deux régionaux, il ne faut pas l'ignorer. Il y a le drame politico-judiciaire, tout ça. Ça a embrouillé l'espace politique, pour ne pas dire polluer l'espace politique. On n'est plus dans les enjeux, on n'est plus dans les débats, on n'est plus dans les programmes, on n'est plus dans les propositions, on était dans les coups bas, on était dans les coups fourrés, on était dans la manipulation. Et le drame de tout ça, aujourd'hui, notre grand problème, c'est que tout le système politique sénégalais repose autour d'une institution, et même une personne a phagocyté même cette institution, c'est le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, on a vu une forme de manipulation. On dit que la justice, on a vu le comportement qui est très primable de la justice. On a vu le Parlement. Et tout ça, ça découle aussi d'une perception du pouvoir. Ce qui faisait dire, quand Montesquieu parlait de séparation du pouvoir, que chaque pouvoir doit avoir sa place. Et il y a eu une réflexion très intéressante à l'époque d'Emmanuel Kant qui disait, si on parle de séparation du pouvoir, ça peut prêter à confusion. Ce qu'il faut parler, c'est distinction du pouvoir. Parce que quand on dit séparation du pouvoir, chaque partie du pouvoir va essayer de phagocyter l'autre. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a une super présidentialisation. Et la position du président de la République détermine tout le jeu politique, que ce soit au niveau parlementaire, que ce soit au niveau de la justice. Et c'est ça le drame. Ouais. Un présidentialisme fort. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fonction de président de la République qui est désacralisée, Dr Adiba? La fonction de président de la République est désacralisée, ça c'est sûr. Quand vous prenez les discours que nous avons dans l'espace public, ce sont des discours qui sont absolument inacceptables. Que l'on soit pour le président de la République ou pas, ce n'est pas la question. Mais la manière même dont on parle des institutions, du chef de l'État, des marabouts, des opposants politiques, etc., tout ça, en fait, c'est inacceptable. Il y a une baisse de la civilité, mettons, dans l'espace public. Les insultes ont toujours fait partie de la politique, mais les insultes ont toujours été en dehors de l'espace public officiel. Une certaine outrance a toujours fait partie de la politique, mais une certaine outrance a toujours été en dehors de l'espace public officiel. On a vu dans un camp comme dans l'autre des outrances absolument inacceptables, des personnes qui ont menacé de mort d'autres personnes, des personnes qui ont menacé de mort le chef de l'État lui-même, mais également dans le camp du chef de l'État, on a vu des gens qui ont menacé de mort les opposants, on a vu des gens qui ont demandé au chef de l'État non seulement de chercher à avoir un troisième mandat, mais qui ont dit qu'ils étaient prêts, y compris par la violence, à s'assurer que si le chef de l'État demandait un troisième mandat, qu'il pourrait y arriver. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Donc en face que quelqu'un se lève et qu'il dise qu'il va traiter le chef de l'État comme on a traité un chef d'État d'un pays en guerre civile qui a montré à l'humanité ce qu'elle avait de pire, là aussi c'est inacceptable, surtout de la part de quelqu'un qui aspire à être chef de l'État lui-même. Donc le discours public lui-même, c'est tellement délité que la fonction présidentielle elle-même en a pris un coup.
Et ça, en fait, c'est des choses qu'il faut reconstruire. C'est quelque chose qu'il faut reconstruire et sur quoi, je pense, on ne réfléchit pas suffisamment. Et le paradoxe, c'est qu'il y a tellement de publications d'ouvrages, de livres, programmes, on pensait que les débats seraient à la mesure et à l'image des ouvrages, des livres. C'est pourquoi je dis que l'atmosphère est polluée. Et cet aspect est passé inaperçu. Parce que je pense que c'est une nouvelle donne. C'est la première fois que les candidats produisent intellectuellement en termes de programme, en termes de propositions. Il y a pratiquement tous les candidats. Et celui qui a produit le plus d'ouvrages a été éliminé lors du parrainage. C'est Abdelrahmane Diouf qui a produit 11 ouvrages. Ça démontre quoi cela? Non, oui, c'est ça. Ça démontre quoi? Ça renvoie. Pas les intellectuels, ça renvoie à ce que c'est exactement en 1950. Déjà, Simone Veil faisait référence à ça. Quand je dis Simone Veil, je ne parle pas de la féministe, de la politicienne, je parle de la Simone Veil philosophe. Souvent on le confond. L'autre c'est avec V, l'autre c'est avec W. Moi je parle de la Simone Veil W qui a décrit en 1950. Elle s'est questionnée sur l'utilité des partis politiques et la perception que les gens en ont. Et sa conclusion, il a dit d'abord, les partis politiques, ça a un peu étonné à l'époque, c'est des germes du totalitarisme, ce qui peut être surprenant, parce que quand on dit parti politique, on parle de démocratisation. Elle a dit les partis politiques, c'est les germes du totalitarisme. Elle est allée beaucoup plus loin en disant que les partis politiques ne servent à rien. J'en venais à Abdelrahmane, les partis politiques ne servent à rien. Pourquoi les partis politiques ne servent à rien? Parce que les partis politiques ont un seul objectif, c'est la conquête du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, leur objectif, c'est le maintien c'est le maintien au pouvoir. Il y a plus les projets, tout ça, ça disparaît. Parce que aussi, dans le parti politique, une fois que le parti s'impose, toute voix qui s'élève est une voix, on l'appelle voix discordante. Donc la critique est tue. Donc maintenant, soit on trahit le parti, soit on se trahit. Si moi je critique le parti, je trahis le parti. Si moi je ne critique pas le parti, je me trahis. Parce que ça devient une sorte de malhonnêteté intellectuelle. Parce que je sais que ça, c'est pas normal. Mais il y a une uniformisation des masses. Donc l'idée, c'est plus de savoir si le parti a raison ou le parti n'a pas raison, mais c'est d'avoir la position du parti. Donc là, on se trahit. Maintenant, l'autre aspect qu'elle avait développé, il a dit ce qui est dramatique chez les partis politiques n'interpellent pas la raison. Parce que si on écrit, je présume qu'on interpelle la raison. C'est l'aspect cognitif. Que les gens aussi cogitent sur les programmes, et un aspect critique, que les gens décortiquent les programmes pour en parler. Il a dit ce qui est dramatique, c'est qu'on tue cette partie, les partis politiques tuent cette partie cognitive, non seulement chez les militants, mais chez la population. Et au détriment de quoi? Ils mettent en avant les passions. Les passions, c'est les partis pris, je suis dans mon camp, comme le docteur disait, c'est les mots acerbes, parce que c'est l'animosité. Et ça, et cette animosité des leaders politiques est répercutée chez les militants de base. C'est des invections, c'est des injures, c'est la guerre des tranchées, les gens occupent les plateaux, ils passent le temps à mener la guerre. Et avec cet esprit, la raison est sur le boisseau. Maintenant, c'est les passions. Et quand on dit passion, il n'y a plus de rationalité. On se déchaîne, c'est détruire l'autre. C'est la partie bestiale en nous. Ça renvoie à ça. Donc ça veut dire que cette pensée de Simone Veil depuis 1950 n'a jamais été aussi actuelle. Parce que quand quelqu'un propose, il attend à ce qu'on lui porte une contre-proposition. Ah non, moi, je n'ai pas aimé ton livre, ce programme-là, au niveau économique, ça ne marche pas, au niveau politique. Mais personne n'en a parlé, à commencer même par les médias. Est-ce que tu as vu des médias disséquer les livres en dehors des hommes politiques? Les médias, ils vont inviter l'auteur du livre, ils lui posent une question, deux questions, et puis même, on parle sur l'actualité banale. Et il n'y a pas de médias qui sont allés creuser. Parce que aussi, je me dis, si on tue l'aspect cognitif chez les populations, les médias qui sont censés être les porte-voix ont aussi un rôle d'éclairer l'opinion, d'aller à la recherche de l'information, d'écrire les livres, les mettre sur la place publique. Là, au moins, créer une discussion autour des livres. Imagine-toi, quelqu'un qui écrit 11 livres, ça veut dire qu'il ne manque pas d'idées.
Quand même. Et puis, il n'est pas le seul. Et ça donne aussi une rupture. Comme je disais il y a 2 jours, maintenant il y a une rupture. Et c'est ça aussi une erreur. Il y a beaucoup de gens qui continuent à lire les jeux politiques d'aujourd'hui à l'aune des années passées. Maintenant, on a 2 clans, comme on dit. On a le clan des, comme disait Dembe, Wadembe, c'est les barons, les dinosaures, à Watei. Et Watei, je pense qu'ils sont venus avec une offre. Et puis c'est des gens qui sont d'un certain âge. Moi, je ne raisonne pas en termes d'âge. Mais quand même, c'est des idées nouvelles. Et aujourd'hui, on est à une période charnière où les débats devaient être au cœur. Ouais. Un débat au niveau du système. Parce que, comme j'ai dit aussi, notre système ne correspond plus à nos réalités. Notre armature, même constitutionnelle, ne correspond plus à nos réalités. Il faudrait s'interroger sur ça. Aujourd'hui, de quelle assemblée nous avons besoin? De quelle justice nous avons besoin? De quelle posture présidentielle nous avons besoin? Mais ça devient des sujets secondaires. Même quand tu en parles, on dit, oh là là, lui, il réfléchit trop. Ça devient inquiétant. S'il y a, je ne vais pas être radical, pas de disparition, mais l'effritement de la raison dans le champ politique, docteur Adiba. Il a nommé un mot cognitif, par exemple. Oui, mais si je dois jouer sur le cognitif maintenant, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Damosio, qui est psychologue cognitiviste, qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, et qui dit en gros que c'est une erreur que de penser que les humains sont uniquement rationnels. Et que les émotions jouent un rôle très important dans la prise de décision, y compris dans la prise de décision optimale. Je ne vais pas critiquer le docteur Abdourahmane Diouf, mais je ne vois pas l'intérêt de publier 11 livres. Ah ouais. Parce que qui est-ce qui a le temps de lire 11 livres? Si c'est 11 livres sérieux, c'est très difficile à lire. Si c'est 11 livres superficiels, c'est facile à lire, mais ça ne sert à rien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un effet de masse dans le fait de dire j'ai écrit 11 livres en quelques mois qui joue sur l'émotion. Parce que, en gros, on dit ah, mais il a écrit 11 livres. Vous voyez? Donc, ça joue sur l'émotion aussi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer une chose, qui est que effectivement, les débats sont importants, les débats intellectuels sont importants, mais en fait, la capacité à créer un mouvement, à avoir une vision de la société et à inspirer le peuple en lui disant « voici ma vision et voici ce que je veux pour nous » de manière très ramassée, ça c'est important. Quelqu'un qui a ça, c'est Sonko. Ouais. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais en fait, il a réussi à inspirer des gens. Vous voyez? Donc, maintenant, dans le jeu politique, il y a plusieurs acteurs. Il y a des acteurs qui vont analyser ce que la personne, ce que le tribun dit et qui diront, et ça c'est le devoir des intellectuels, des journalistes, d'un certain nombre de personnes, et qui diront nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il propose, même s'il séduit tout le monde. Donc, ils peuvent le dire. Ou bien nous sommes non seulement il séduit tout le monde, mais en plus, ce qu'il propose tient la route. C'est leur rôle que de le faire. Ils ont ce devoir-là. Et il y a d'autres qui vont se laisser séduire par certains aspects et d'autres aspects, etc. Je crois qu'il est oiseux pour un homme politique de prétendre être un homme politique et de dire oui, mais je suis un intellectuel et les gens ne m'aiment pas parce que je suis un intellectuel et les gens ne sont pas intelligents. Ça prouve un mépris profond pour le peuple. Et si on est en démocratie et si on dit que chaque homme compte, il y a un paradoxe dans la notion de représentation dont il a parlé. C'est que la représentation peut avoir 2 sens. Notre représentant, ça peut être notre commun, c'est-à-dire celui qui fait la moyenne de ce que nous sommes. Et ça va être le plus médiocre d'entre nous, en général. Ou alors, ça peut être celui qui exemplifie les meilleures qualités, ce qu'il y a de meilleur en nous. Du coup, il y a un côté aspirationnel dans la fonction du chef de l'État. Il y a ce double aspect-là. Vous pouvez dire que le chef de l'État, c'est l'homme du peuple lui-même, c'est celui qui réussit
à donner l'impression à chacun que c'est ton ami, qu'il serait à l'aise avec lui dans une conversation, etc., etc. Vous pouvez aussi vouloir avoir quelqu'un dont vous vous dites que peut-être que ce n'est pas mon ami, mais en tout cas, c'est la personne compétente qu'il faut pour faire le travail que moi-même, je n'ai pas envie de faire et que je ne peux pas faire. Ça, c'est une réflexion à avoir sur ce qu'on veut en tant que République, sur le moment historique dans lequel on est. J'ai l'impression que le problème que nous avons au Sénégal, c'est que nous sommes un pays sous-développé qui a besoin, les pays sous-développés ont besoin d'avoir une élite compétente et d'avoir un leadership aspirationnel. Et malheureusement, nous sommes un pays sous-développé qui a ce besoin-là, mais qui a des pratiques démocratiques qui sont celles d'un pays développé, parce que c'est dans les pays développés que vous pouvez avoir des leaders médiocres, parce que le système, de toute manière, fonctionne. Ouais. Donc, et ça, c'est un vrai paradoxe. Exactement. Omar Masseck Ndiaye, vous suivez l'actualité politique depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dater? On peut avoir une période durant laquelle on a assisté à la banalisation de la fonction de président de la République, à l'effritement de la fonction de président de la République. Oui. Bon, c'est difficile de... Il faut plonger là. C'est difficile c'est difficile de prendre une date historique, mais on peut avoir des tendances. On peut avoir des tendances. Non, allez-y, plonge. Oui, j'y plonge. J'y plonge. Bon, j'espère que ce n'est pas trop mouillé. Donc, je dis, remontons un peu, regardons la posture de Senghor. Senghor, bon, qu'on soit d'accord avec lui, quand même, il avait une posture mondiale, intellectuelle, écrivain, poète, homme politique. C'est-à-dire que, même si on le détestait politiquement, il inspirait quand même le respect. Bon, après, on a eu Abdou Diouf, au départ, qu'on a qualifié d'insignifiant, mais il s'est imposé comme quelqu'un, il avait aussi du charisme, quelqu'un d'imposant, sa voix. Bon, mais... Je vois venir. À partir de Abdoulaye Wade, 2000, on a commencé à avoir un autre rapport avec le pouvoir. Parce que Wade, président Abdoulaye Wade, pendant longtemps, les gens l'ont décrit comme l'éternel opposant, celui qui arrive sur cette son, l'éternel, le grand-père. Donc il y avait cette image très affective vis-à-vis de lui, où les gens étaient moins critiques. Donc il y avait cette perception que les gens avaient. Ils voyaient plus l'aspect culturel chez lui. C'est là à un moment donné. Et ce qui était même paradoxal, quand Abdoulaye Wade sortait, c'est les jeunes qui l'accompagnaient. Il y avait ce paradoxe-là. Vu son âge, les jeunes de 30 ans qui le suivaient. Donc il y avait ce sentiment, comme Wade, chacun pouvait être le grand-père, qu'on l'a laissé à la maison. Oui. Donc ça veut dire qu'au départ, les gens l'ont beaucoup toléré, comme on tolère son grand-père, donc les gens avaient cette perception. On voit moins l'aspect chef d'État, mais l'aspect grand-père, le guide qui est là, qui est avec nous, qui s'est battu pendant des années. Mais le travers aussi, on a commencé à percevoir au niveau de son entourage une médiocrisation, comme on peut dire ça. C'est-à-dire que la charge même politique, ministérielle, était devenue assez légère. On a vu une ministre, si on peut l'expliquer comme les Canadiens, une ministre choisie aujourd'hui être démise on a vu des ministres à qui on a demandé le diplôme, ils ont un diplôme de culture générale. Ça s'est vu ici. Donc ça veut dire que ça s'est vu, c'est pas, je n'invente rien. Donc ça veut dire qu'on a commencé avec Wade quand même, il y a eu une désacralisation du pouvoir, c'est l'homme généreux, il donnait tout. Donc c'est comme un souverain que tout lui appartient. Il peut donner des terrains. On se reconnectait avec notre passé. Mais c'est ça. Mais aussi, il faut avoir des différentes postures. Il y a la posture culturelle, il y a la posture politique. C'est-à-dire, on peut le dire sur plusieurs registres. Mais il y a des gens qui jouent sur un registre plutôt que sur un autre. Mais comme j'ai dit, la perception des gens ne correspond pas. Mais une perception, c'est libre. C'est l'image que j'ai de quelqu'un. Et dans ma perception, il y a mon histoire, il y a mes ambitions, il y a mon entourage.
sur ma perception. Donc on a commencé à voir, et puis même les aspects mœurs, morales, ça a commencé à décliner. Et quand on a vu le président Macky Sall, là, il y a eu onde de choc. On est passé du patriarche, peut-être au grand frère, au cousin, qui nous a dit, moi, je ne suis pas là pour construire des routes, des infrastructures, je suis là pour qu'on travaille sur les valeurs. C'est ça son défi. Ça reconstruire une société basée sur les valeurs. N'oublions pas, en parenthèse aussi, que Wade, c'est l'ambition pour son fils qu'il a perdu. On en a fait tous notre grand-père, mais il n'avait qu'un fils. C'est ça le problème. Donc, est venu. Peut-être il a voulu reconstruire cette image en disant que oui, c'est bien de construire, parce que là, Wade avait déjà construit beaucoup de choses. Il va dire peut-être en rivalisant avec lui, je suis perdant d'avance, mais il a dit on va travailler les valeurs, on va travailler les institutions. Mais malheureusement, aujourd'hui, chaque fois je dis aux gens, au départ, Macky promet l'avenir aux jeunes, aujourd'hui tous les jeunes sont en train de prendre le bateau. Et qu'il y a problème, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Macky promettait de restaurer les institutions. Toutes les institutions sont en déliquescence. Un chat, il faut l'appeler un chat. Et comme j'ai dit, et c'est par effet, Macky, c'est président Macky, avant qu'on vienne me chercher, le président Macky, comme j'ai dit tantôt, s'est positionné comme un chef de parti, plus qu'un chef de l'État. Parce que aussi, dans notre système politique, il y a cette confusion des charges. On est chef de parti, on est président de la République, on est chef de parti, donc on reçoit ses ministres au palais de la République, on fait des sabbats au palais. Bon, il y a un mélange des genres. Et tout ça, ça nous a amené vers une sorte de déliquescence avec les affaires de mœurs. Pendant 2 ans, le Sénégal était sous un feuilleton mœurs. Et ça aussi, ça reste des traces. Donc ça veut dire que les gens aussi, Macky n'a rien fait pour rehausser. Bon, on ne le perçoit pas. Moi, je dirais, si on devait si on devait caricaturer, je pense qu'il s'est un peu inspiré de Machiavel. Je dis un peu inspiré parce que c'est pas... Les gens aussi souvent travestissent la partie de Machiavel, parce que Machiavel, il dit, moi j'ai 2 piliers. Un, le réalisme. C'est quoi le réalisme? C'est comme le docteur disait. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Les gens tous ne sont pas des gens intelligents. Les gens ne sont pas tous des gens honnêtes. On voit tout dans les gens. Maintenant, au lieu d'essayer de changer les gens, je vais les gérer comme ils sont. Non, et ça c'est intelligent. Parce qu'il a pris cette leçon. Que moi, les gens, les Sénégalais sont comme ils sont. Moi, je ne suis pas idéaliste. C'est ça qu'il a dit. Ils sont mauvais, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont bons, il y a des voleurs, il y a des gens honnêtes. Et c'est tout ça. Et pour moi, je vais faire avec. Donc c'est ça qu'on appelle le réalisme de l'autre côté aussi. Il a emprunté un peu le pragmatisme de Machiavel. Pragmatisme, c'est quoi? C'est la fin justifie les moyens. Donc tu mets toutes ces marques. Donc on est, je dirais pendant 12 ans, on est dans une république où c'était plus les conspirations, les scandales qui rythmaient la vie politique. De ce fait, on ne voyait plus le statut de chef de l'État. Êtes-vous d'accord avec cette chronologie, docteur Adiba? Il faut plonger également. Je trouve mon camarade un peu injuste envers le président Macky Sall. Je suis persuadé, j'ai passé les 2 tiers du mandat de Macky Sall à être très critique envers lui. Et je pense que à la fin, vers la fin, je suis moins critique sur lui parce que je regarde objectivement les faits. Comme il l'a dit, le président Macky Sall est un pragmatique et malheureusement, il y a eu des choses qui sont, par exemple, des nominations qui ne se justifiaient pas, des gens qui sont là pour faire de la politique, une tolérance pour la corruption qui est quand même très difficilement acceptable. Et il y a eu des scandales absolument affreux. Si vous prenez l'affaire Bougazeli, un député de la République qui est arrêté, qui est filmé et qui s'échappe pendant plusieurs jours et qui après va en prison et ressort de prison. Donc on a un arbitraire total sur ces choses-là. Et je pense qu'il est très facile pour nous de dire que le président de la République est responsable de tout ça. Il y a des juges, il y a des fonctionnaires, il y a tout un appareil d'État.
Et n'oublions jamais que nous tous qui travaillons dans le secteur public, nous sommes tous des produits de l'école sénégalaise, nous avons tous fait des concours et nous avons tous prêté serment de faire notre travail. Dire qu'une personne, même à la tête de l'État, qui n'a qu'une seule capacité, c'est de nous changer de poste. Et encore, dans certains cas, il n'a même pas cette capacité-là. Donc, que cette personne-là est responsable de tous nos manquements, ça, je pense que c'est un vrai problème pour la raison suivante. Nous avons les partisans de Macky Sall vont dire qu'il est parfait, etc. Et les partisans de son opposant principal vont avoir une véritable dévotion envers lui, au point que quand il va dans un endroit dont on ne peut penser que c'est quand même un endroit où il y a probablement des filles de joie, on dit quand même que c'est un complot. Donc ça veut dire que la personne-là, quand elle vient également, nous lui donnons tous les pouvoirs. Je pense que la question systémique de quel est notre rapport au pouvoir. Oui, vous étiez, docteur Adiba, Macky Sall n'est pas seul dans le système. Hein. Il faut interroger le système, c'est ça? Oui, je pense qu'une réflexion de fond doit se poser sur les différents acteurs du système. Par exemple, si nous prenons les choses qu'on reproche, beaucoup de choses qu'on reproche à Macky Sall, il y a eu des fonctionnaires qui ont pris des décisions. Ce n'est pas Macky Sall qui va prendre une décision, que ce soit en justice, que ce soit aux impôts et domaines, que ce soit au trésor, que ce soit ailleurs. C'est des fonctionnaires qui vont signer des papiers, qui vont faire quelque chose. On peut, si on veut penser que Macky Sall a demandé ou son ministre a demandé, etc. Mais en fait, ces fonctionnaires-là, c'est des citoyens sénégalais qui ont fait des études, qui ont fait des concours, qui occupent des postes, qui ont des salaires souvent très importants pour un pays aussi pauvre que le nôtre. C'est des gens qui ont prêté serment de faire respecter la loi. Donc, même à supposer que ces gens-là étaient l'objet de pression, elles ont choisi de subir ces pressions-là et d'accepter la pression. Et je pense qu'il est délétère pour notre système de ne pas situer les responsabilités là où elles sont. Parce que si on excuse les personnes qui sont responsables, qui sont aux responsabilités et qui ont fait des concours et qui ont le devoir de faire respecter la loi et dont le maximum qui pourrait leur arriver, c'est qu'on les affecte ailleurs. Ouais. Si on les excuse, en fait, on sera dans un système où à chaque fois qu'un chef de l'État vient, il pourra, s'il le veut, manipuler toutes les institutions à sa guise et après, quand il partira, les gens feront semblant de ne pas l'avoir aidé, mais collaboreront avec le suivant. Et ça, je pense que c'est une question démocratique extrêmement importante. Mon camarade a parlé de Montesquieu. En fait, Montesquieu dit la chose suivante. Il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir. Le pouvoir de la presse au Sénégal est un pouvoir. Ouais. La justice au Sénégal est un pouvoir. Les fonctionnaires eux-mêmes, ils ont des prérogatives que le chef de l'État, sur lesquelles le chef de l'État n'a aucune prise. Moi, je suis enseignant à l'université. Mes notes, si le ministre m'appelait pour me demander de donner une note à une personne, ça n'aurait aucune espèce d'importance. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, là où il est, a le devoir de faire pleinement ce pourquoi il est placé là-bas. Et après, si on le change de place, que la prochaine personne vienne faire le travail. Donc, si on a une fonction publique qui fait ce travail-là, je pense que même si le chef de l'État voulait se vautrer dans l'arbitraire, il ne le pourrait pas. Et ça, c'est une question importante, c'est une question démocratique importante. Et le jeu, la responsabilité. Peut-être ce que je vais relever, il est évident qu'on ne peut pas tout imputer au président Macky Sall. Mais dans mon propos, il faisait juste allusion, lui, à sa posture en tant que tel. Et comme j'ai dit, chacun répond de ses gestes. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas dire que oui, il y avait la pression sur moi et je n'ai pas pu prendre de décision, parce que la liberté, ce n'est pas un cadeau qu'on t'offre. Et la liberté a un prix à payer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un environnement qui favorise
tout ce désordre. Parce que aussi, les gens sont dans un environnement. Si dans un environnement, on est des humains faits de chair et de sang. Si tu es dans un poste stratégique, ton prédécesseur a détourné 4 milliards, il est en liberté. C'est très tentant, hein, en sachant qu'il ne t'arrivera rien. Donc je dis que c'est vrai que les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais n'empêche que des fois il y a une pression, il y a une armature, il y a un cadre institutionnel qui facilite ces dérives. Mais c'est extrêmement important. Demain, si ce régime cède la place à un autre régime, toutes les personnes qui ont eu à prendre des décisions répondront devant le peuple sénégalais. Ça y va sinon ça va être trop facile, après on va passer par ses profits, ce serait même malhonnête. Ouais. Il faut que tout le monde paye. Oui. Est-ce qu'on peut finir avec cette phrase d'Alain Duhamel? Il n'y a pas de président normal, il n'y aura plus de président heureux. Il n'y aura plus de président heureux. Heureux. Oui. Ouais. Donc, tu vois... Il n'y a pas de président normal, il n'y aura plus de président heureux. Il a commencé une tribune comme ça, pour parler un peu de la déliquescence de la fonction de président. Bon, ça aussi c'est des jugements. Parce que c'est quoi la normalité? Il y a tout ça, c'est des appréciations de qu'il faut. Oui, comme chef d'État, c'est-à-dire les frites. Bon, mais d'État, et maintenant il y aura plus souvent, de période de grâce. Voilà, je suis d'accord avec lui. Oui. Les plus grands chefs, les plus grands qu'on a qualifiés de chefs, les plus grands, la plupart c'était des présidents entre guillemets anormaux. Quand je dis anormaux, je dis atypique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu donnes à ta... Il faut aussi il faut que tu donnes à ta charge aussi. La charge, il faut que tu donnes aussi ta personnalité. Il y a beaucoup de choses qui détiennent sur la charge. C'est que la charge, une fois qu'on a la charge, comme j'ai dit, il y a une histoire qui pèse sur la charge. Il y a un environnement qui pèse sur la charge. Il y a un contexte qui pèse sur la charge. C'est pourquoi beaucoup disent quand même les chemins de l'enfer, c'est pas avec de bonnes intentions. Tu peux te lever pour dire que ma charge, voilà la corrélation que je vais lui donner. Mais les promesses. les promesses, tu t'es embourbé dans un schéma et tu t'en sors plus. Donc, l'individu, ça dépasse l'individu. C'est vrai qu'on a un pouvoir de dire oui ou non, mais souvent aussi, c'est beaucoup plus complexe. Parce que l'individu aussi, c'est pas une machine froide, rationnelle, qui dit oui, non, l'individu, c'est un peu de tout. Et ceux et celles qui veulent prendre la fonction de président, Et ceux et celles qui aspirent à être président, bon, ils ne seront pas heureux du tout ça par rapport à ce qui les attend. Si, on peut être heureux si honnêtement, dans ton âme et conscience, tu estimes que tu as fait honnêtement ce pourquoi on t'a élu. Je pense qu'on peut être heureux. Parce que c'est l'adverbe qui pose problème. Oui, on peut être heureux. C'est que tout dépend de ce qu'on appelle heureux. Il y a des gens, quand ils ont 3 milliards, peu importe le reste, ils disent que je suis heureux. Alors, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui, quand ils regardent le coucher du soleil, ils disent je suis heureux. Tout dépend de ce qui déclenche ce sentiment. Par exemple, quelqu'un qui est amoral, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de scrupules, il ne va pas se poser des questions. Mais quelqu'un, par exemple, qui a des scrupules, il va dire... Et comme j'ai dit, l'élément important, c'est de poser cette question-là. Moi, j'ai aspiré à avoir le vote des Sénégalais. Après tant d'exercices, honnêtement, devant la glace, est-ce que je suis heureux? Je l'ai fait en âme et conscience. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce ne sera pas parfait quand même. Il y a toujours des trucs, on n'est pas parfait. Il y a toujours des choses qui vont échapper, qui ne sont pas de son. Mais je pense que c'est le jugement global qui va faire que tu peux te estimer heureux. On est heureux quand on dort tranquille. Vous y croyez, docteur Adiba, avec cette offre? Je suis très pessimiste sur la possibilité pour un président d'être heureux, surtout pour un président du Sénégal, parce qu'un président, c'est quelqu'un qui gère des intérêts divergents d'abord, et c'est surtout quelqu'un qui a une responsabilité et qui a la responsabilité d'un pays très pauvre. Et un président est au courant de tous les problèmes qui assaillent le pays. Donc, je pense qu'il y a une image légendaire des présidents américains quand ils viennent au pouvoir et quand ils en sortent. Et à chaque fois, vous avez des personnes qui arrivent avec les cheveux brillants et qui terminent avec des cheveux blancs. Je pense que ça, c'est le poids de la charge présidentielle. Le bonheur n'est pas un facteur dans cette histoire-là. Normalement, il y a une aspiration à servir son pays. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme, en fait. Le fait de se dire que malgré l'adversité, malgré les difficultés, on a fait de son mieux. Après, est-ce qu'on peut appeler ça du bonheur?
je ne le crois pas. Au mieux, ça peut être une satisfaction. Voilà, parce qu'on ne se fait pas à la chaise de président pour être heureux. Parce qu'aussi. Mais par rapport à ce que. Ouais, mais non, mais c'est comme il dit, c'est pas dans ce contexte donné, c'est pas la notion de bonheur. Par exemple, si je dis je vais être président, c'est pas pour être heureux, c'est pas pour mon accomplissement spirituel, intellectuel. Non, ça c'est beaucoup plus prosaïque. C'est-à-dire qu'il y a pourquoi j'ai été élu. C'est-à-dire, comme je dis, c'est le sentiment du devoir accompli, Oui. le sentiment d'avoir fait ce que tu as pu et dans la plus grande intégrité. Je pense que c'est ça qui fait l'aspect En tout cas. de heureux ou pas. En Et tout puis cas, maintenant, oui. ce que je voulais dire, c'est que aussi, pour nous, il est temps aussi qu'on réfléchisse sur d'autres paramètres. Si on interroge notre culture, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un, il m'a dit, tu sais, on parle beaucoup d'impeachment aux États-Unis. Quand le président fait des choses qui sont contre la loi et tout. Il m'a dit, tu sais, dans la communauté Libou, en 1830, il y avait l'impeachment. Il y a le grand Serigne qui a été démis parce qu'il a été à l'encontre des valeurs. Ça, est-ce qu'on l'inculte à nos enfants? On lui dit que la France ailleurs. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en valeur. La charte du Kouroukan Fougan, c'est des valeurs, ces 44 règles-là. C'est des valeurs qu'on peut interroger. Peut-être pas les prendre avec les mains. Ken Suleiman Baal. Non, je veux dire que c'est des gens. Non, c'est des gens qui ont mis leur personne au-dessus, plutôt à côté. Parce que quelqu'un comme Ken Suleiman Baal, il a reçu d'être élu. Oui, j'ai dit. Ouais, je veux dire pas que. une question de règles. Mais on a si, des quand même. textes, Si, quand même. peut-être. Non, il y a des textes. Est-ce que les textes correspondent à nos réalités culturelles? Est-ce qu'on les a interrogés? Et quand je dis texte, je parlais basé sur nos valeurs, sur nos règles, sur notre mode de fonctionnement. Mais souvent, on va copier le code de Napoléon, on va copier par-ci, par-là. Notre constitution, combien de Sénégalais s'y retrouvent? Il y a même des mots, des concepts qui ne veulent rien dire pour les Je Sénégalais. suis d'accord avec ce débat-là, mais est-ce que c'est un problème de texte? Est-ce que c'est un problème Non, de je parle, ça et ça non, quand je parle de texte, je parle de valeurs. Je ne parle pas de texte. Oui. C'est-à-dire que les valeurs qui Parce sont qu'on parle inculquées et toujours de enseignées. charte, Non, je ne parle pas de texte. voilà. Non, charte au sens de. Lui, il parle de charte au sens de valeurs à inculquer aux jeunes. Ce n'est pas les textes en tant que tels. Les textes, depuis Mathusalem, ça existe. Mais quand je dis texte, je parle de chartes. Parce que les textes traduisent que les mots. Mais quelles sont les charges émotionnelles? Quelles sont les charges culturelles? Quelles sont les valeurs qui peuvent. Mais le drame aussi, ça, c'est des choses qu'on ne partage pas. Nos jeunes générations n'ont d'autres références que l'Occident, que l'Amérique. Mais c'est des choses quand même qu'on gagnerait à partager dans une réflexion critique. Apprendre ce qui est bon dans le passé, ce qui est bon ailleurs, parce que nous sommes dans un monde ouvert. Mais ce serait bien aussi qu'on réfléchisse sur notre pensée. On n'est pas en cocon, quoi. On tire notre placé en. Mais il y a une réflexion à mener. Bien sûr. Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur l'endogénéisation des valeurs. Ce qui est vrai, par contre, je pense, et là vous avez raison, c'est que, en gros, si on prenons des choses comme la laïcité. Ouais. On a des gens qui vous disent, ouais, on ne veut pas un pays laïque, on est un pays musulman, etc. Ce n'est pas vrai, on n'est pas un pays musulman, premièrement. Deuxièmement, on a toujours été... Pas un pays musulman. C'est pas la charia. Parce qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas musulmans et ils ne sont pas moins Sénégalais que les autres. C'est la Constitution qui le dit, ouais. C'est ça. Oui, mais c'est même au-delà de la Constitution. Les Sénégalais sont tous égaux. Ouais. Certains d'entre eux ne sont pas musulmans. Ouais. Donc, on ne peut pas être un pays musulman. Ouais. On est un pays qui Laïque. est multiculturel. Ouais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le Sénégal, mais tous les pays d'Afrique ont toujours été des pays divers. Ethniquement divers, mais ce n'est pas une juxtaposition. On n'a jamais été des pays de juxtaposition. On a toujours été des pays dans lesquels, dans toutes les communautés, dans les villages les plus reculés, vous avez, par exemple, vous allez au Fouta, ce n'est pas une zone Halpolar. Vous avez des Peuls, des Soninké et des Wolofs qui ont toujours vécu ensemble. Vous allez dans d'autres régions, par exemple, vous allez avoir des musulmans et des animistes qui ont toujours vécu ensemble et qui se sont toujours acceptés dans leur rite et leurs croyances. Donc, ça, par exemple, quand on transpose ça en termes de laïcité, ça donne la laïcité sénégalaise. En fait, les gens ne se rendent pas compte que la laïcité au Sénégal, elle est sénégalaise, elle n'est pas française. Quand les gens parlent de code napoléonien, etc., la laïcité sénégalaise n'a jamais été une laïcité française. Et si vous lisez Senghor, au moment où on écrivait la Constitution, il réfléchissait sur la notion de laïcité et il disait «
nous, en Afrique, notre laïcité ne sera pas la laïcité jacobine française antireligieuse. Elle sera une laïcité qui va permettre, dans la République, qu'on fasse une place à la religion, parce que la religion est importante pour les gens, et surtout qu'on fasse place à la liberté religieuse. Là où je suis d'accord avec Seck, c'est que souvent, nous autres qui avons fait des études dans le système européen, nous avons tendance à justifier ce que nous pensons vrai en recourant à ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire la philosophie occidentale. Alors que si on réfléchit sur nos sociétés, nous nous rendons compte qu'en fait, ce qui fait notre originalité quand nous sommes en Europe, c'est que nous avons au fond de nous une certaine africanité, une certaine tolérance pour la différence, une certaine acceptation du pluralisme qui ne va pas de soi et qui est typiquement africain. Donc on gagnerait effectivement à réfléchir sur ça et à revendiquer ça. Et en fait, à fonder la tolérance, non pas sur l'externalité, mais sur nos valeurs internes. Ça, je pense que c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, Omar Masseck. Merci beaucoup pour d'être là. Ravi d'avoir été là. Et d'avoir échangé avec le docteur. C'est un plaisir. Merci également à la noble Sanoudine, Mans Ibamar, Baré Abdoulaye qui nous ont permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.